donc tout de suite, je vais céder la parole à donc, Philippe Bismara. Philippe est professeur d'informatique ici à l'Institut Agro-Montpellier. Tu fais naturellement partie de l'équipe pédagogique agrotique. Tu fais aussi partie d'un groupe d'enseignants référents au sein de l'Institut qui réfléchit notamment aux questions de l'IAG et en tout cas les questions que ça pose au niveau de l'enseignement et comment on doit faire évoluer nos pratiques pédagogiques ou pas d'ailleurs. Voilà. Bon, bonjour, donc j'interviens malheureusement après beaucoup de monde qui ont dit beaucoup de choses que j'avais prévu de vous dire, donc je vais essayer de simplifier. Et puis je sais que j'ai l'impression que vous êtes tous bien fatigués, donc on va essayer d'être efficace. Alors d'abord, la question qui a été posée, comment on saisit des enjeux de l'IA générative dans une école d'agro, c'est une vaste question. Il me faudrait, je pense, toute l'après-midi pour pouvoir y répondre. Ce que je peux vous dire, en fait, et à la limite, je pourrais presque m'arrêter là, c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions, mais finalement, on n'a pas beaucoup de réponses. Et en tout cas, peu de réponses qui sont vraiment étayées. Ça va tellement vite qu'on peut toujours, même quand on a un début de réponse, on peut se demander si c'est vraiment généralisable ou pas. Au niveau de l'école, en fait, on a finalement des comportements qui ont été assez différents entre l'attrait et puis l'investissement très variable dans les problématiques d'IA générative, avec, comme partout, des primo-adoptants, donc qui sont enthousiastes depuis le début, qui ont découvert l'IA générative comme une révélation, et qui, en tout cas, nous ont aidés à avancer. Et grâce à eux, on a pu se poser des questions, connaître des usages que les gens n'imaginaient pas. Donc ça, c'est vraiment un rôle qui est très, très important. Et heureusement qu'on a des personnes comme ça dans l'école. Et je suis sûr qu'il y en a plein ici aujourd'hui. Et puis, à l'opposé, on a finalement peu de personnes qui étaient vraiment très inquiètes par l'IA générative. C'était plus par manque de connaissances. Et on a vraiment eu une majorité de personnes qui étaient très curieux sur ces aspects-là, même si, effectivement, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors la première étape, ça a été d'informer, de débattre sur l'IA générative. Alors avec les étudiants, ça s'est fait avec le fait d'introduire des cours, par exemple au niveau des étudiants de première année, au niveau des étudiants d'agrotique. Il y a eu pas mal de cours et de discussions sur l'IA générative. On se pose aussi la question de l'adoption par les étudiants. Là, je vous ai mis les résultats d'un sondage que je fais maintenant chaque année avec les premières années et qui, moi, m'étonne encore. J'ai demandé donc, si les étudiants utilisent l'IA générative et en fait, il y a encore presque un quart des étudiants qui disent qu'ils n'ont jamais testé, jamais utilisé. Une moitié qui financement ont essayé mais ne s'en servent pas tant que ça, et un quart des étudiants qui l'utilisent régulièrement. Donc il y a une adoption. Alors c'est les premières années, je pense que ça va évoluer au fur et à mesure. Je n'ai pas fait le sondage avec les agrotiques, à mon avis ça serait très différent. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas aussi utilisé que ce qu'on peut imaginer. Et au niveau des personnels, donc on a aussi commencé par créer un groupe de discussion, notamment grâce aux premiers adoptants, avec la liste des moyens de diffuser l'information, de partager l'information, et donc quelque chose qui a grandi de plus en plus. Ça a été le thème des assises de la formation de cette année, qui est un séminaire de réflexion sur la pédagogie, donc on a parlé beaucoup d'IA générative. Et en fait, il faut reconnaître que c'est vraiment le thème phare de toutes les sociétés savantes. La preuve, aujourd'hui, on parle d'IA générative, et donc tout le monde en parle partout. Est-ce que c'est un effet de mode? Je ne pense pas, mais en tout cas, on a aussi, les séminaires se multiplient sans que forcément on ait beaucoup de choses nouvelles à raconter, parce que les choses avancent vite, mais notre expérience beaucoup moins. Au niveau, donc une fois qu'on a fait ce travail-là de discussion, on s'est dit il faut identifier les usages, expérimenter. Et en fait, ce qu'on constate de façon globale, donc sur les usages qui existent, les questions que cela pose, c'est qu'en fait, la question de l'usage de l'IA générative, elle soulève aussi des problématiques beaucoup plus larges. Et c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, d'accord, est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative? Oui, mais en fait, le problème, il n'est pas là. On a aussi une autre question qu'on n'a toujours pas résolue et qu'il faudrait se poser. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais par exemple, on a parlé de l'usage des outils de robotique. Clairement, on se rend compte que finalement, ça fait quelques années que la formation des personnels à l'usage de la bureautique, elle n'est pas si développée que ça, et qu'effectivement, on se pose la question, est-ce qu'il faut utiliser l'IA générative? Et c'est sûrement un outil qui est intéressant, mais pas forcément pour tout le monde. Peut-être pour les gens qui savent déjà bien utiliser les outils de bureautique, ça sera très facile à intégrer, mais pour d'autres, il y a peut-être des bases qu'on a laissé passer, et donc là aussi, ça pose des questions.
Au niveau des enseignants-chercheurs, donc il y a bien sûr utilisé pour préparer des cours, illustrés. La création de quiz, c'est très facile. On peut demander à la génération automatique de quiz. Et là aussi, finalement, on a discuté aux assises de la formation. Et très vite, en fait, la question, elle est partie sur est-ce que l'IA générative peut aider à faire des quiz, mais finalement, est-ce que les quiz sont vraiment la meilleure forme d'évaluation des étudiants et donc, il y a des débats derrière qui sont parfois plus importants que l'usage de l'IA générative. Au niveau ensuite de la recherche, on commence à avoir des outils qui arrivent dans le laboratoire pour aider à faire la biblio, donc à résumer sur un nouveau thème, à retrouver rapidement un résumé des différents articles qui existent. L'aide aussi à la rédaction de projets de recherche, d'articles scientifiques. Alors, avec là aussi donc, des outils qui font gagner du temps, c'est très clair, mais qui interrogent aussi sur les conséquences sur le long terme. Par exemple, on se demande si des étudiants qui auront toujours utilisé des outils pour faire des résumés et qui finalement auront quasiment jamais lu un article en entier, mais que des bouts de résumé des différentes parties, est-ce qu'à la fin, ils seront capables de prendre un article et de comprendre ce qu'il y a de nouveau, d'être capable de faire le lien avec deux articles différents. Et donc, en termes d'innovation des R&D, aujourd'hui, c'est un super outil pour des gens qui savent le faire, pour des gens qui ont été éduqués qu'avec ces outils-là. Est-ce que dans quelques années, on ne va pas le regretter? C'est une vraie question. Et pareil sur la production d'articles scientifiques. On a aujourd'hui, un des gros problèmes dans le domaine de la science, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont publiés dans des revues parfois prédatrices. Donc ça pose une question de volume. L'IA générative ne va pas du tout simplifier le problème. Donc là aussi, est-ce qu'on ne va pas générer beaucoup de choses? C'est vrai aussi pour les réponses aux projets qui finalement, à la fin, sont toujours les mêmes choses et qu'on risque de tourner en rond. Au niveau donc, des étudiants, donc là, il y a eu plein d'expérimentations aussi. Et donc, alors, une première chose, un gain de temps pour les enseignants, c'est aujourd'hui, on n'a plus à perdre du temps à corriger les fautes d'orthographe dans les rapports que nous envoient les étudiants. Donc ça y est, c'est terminé. C'est l'IA générative qui corrige pour nous. Donc ça, c'est un gain de temps. Au-delà de ça, donc il y a clairement des intérêts en termes de reformulation, de correction. On peut faire la pédagogie un peu originale, par exemple pédagogie par problème ou par projet, ou en demandant aux étudiants de travailler sur des problèmes et en les laissant un peu en autonomie et grâce à des outils de recherche de plus en plus sophistiqués, ils peuvent commencer à travailler. Donc là, on peut imaginer de nouvelles façons d'enseigner grâce à ces outils. Il y a aussi donc, les agents, les chatbots spécialisés, donc, qui sont intéressants. Donc finalement, l'enseignant met tout ce qu'il sait, tous les documents qu'il a dans un chatbot, qui va finalement être capable de répondre à des questions que se posent les étudiants au moment de la révision. Et pour l'instant, on n'a pas encore organisé des concours, mais peut-être qu'un jour, les chatbots répondront mieux que les enseignants aux questions des étudiants. On ne sait pas. Et puis on a aussi essayé d'utiliser l'IA générative dans des TP, alors, par exemple des TP en informatique ou des TP qui vont utiliser du traitement de données. Et là, au début, on a eu des retours qui étaient très positifs en disant c'est génial parce qu'il y a beaucoup moins de questions des étudiants. Donc les petites questions de base, ChatGPT répond facilement. Et en fait, l'enseignant peut prendre du temps à discuter avec les étudiants qui sont en difficulté. Donc c'est parfait pour la pédagogie, etc. Et puis en grattant un peu, on s'est rendu compte que ce n'était pas si magique que ça. C'est qu'en fait, parfois, l'IA générative, c'est un faux ami, un peu comme le binôme qui est à côté, qui est super doué et qui fait tout le TP. Et puis, l'étudiant qui est à côté, il rate par la fenêtre et il n'a rien appris à la fin. Le ChatGPT, c'est aussi le faux ami. Et on se rend compte qu'en fait, d'abord, il y a des étudiants qui nous disent moi, j'arrête d'utiliser ces outils-là parce que j'ai perdu plus de temps à ne pas arriver à le maîtriser qu'à le faire tout seul. Et y compris donc même des pertes d'autonomie. Par exemple, je me souviens d'un TP où un étudiant, en discutant, il comprenait très bien tout ce que je lui demandais, mais en fait, c'était toujours le dernier à répondre, à faire l'exercice. Et j'ai fini par me rendre compte qu'il ne faisait jamais l'exercice tout seul. Systématiquement, il posait la question à ChatGPT pour avoir la réponse, sauf qu'on utilisait une librairie exotique développée dans un laboratoire de recherche que ChatGPT ne connaissait pas, et donc les réponses étaient du grand n'importe quoi. Et donc là, ce côté, je ne sais plus rien faire par moi-même, je demande systématiquement l'appui de l'IA générative, ça aussi, ça pose une question et ça peut faire perdre du temps. On a aussi constaté qu'on avait des problèmes sur les étudiants qui apprennent des choses de base sur les premières étapes de l'apprentissage. Et dans une école généraliste comme chez nous, on a beaucoup de formations qui commencent par les bases dans un domaine. Et là aussi, avec l'IA générative, forcément, dès qu'il y a une question, de suite, on a la réponse. Et donc, on a des étudiants qui avancent super vite. Donc, moi, j'ai vu des étudiants qui avançaient. Je me disais, c'est génial. Et ils sont super doués cette année. Et puis, en fait, d'un seul coup, pouf, il y a un blocage parce qu'en fait, l'étudiant se rend compte qu'il n'a rien compris, qu'il a toutes les étapes, toutes les marches qu'on avait créées pour essayer de lui permettre de comprendre de plus en plus. Il a raté ces étapes. Et du coup, il se retrouve à un moment donné où il ne comprend plus rien et où l'IA générative est incapable de l'aider parce que de toute façon, il ne sait même
pas formuler la question. Donc là aussi, il y a un gros danger sur les apprentissages de base. Et puis, quand on regarde aussi le résultat qui est produit, et ça, je pense que vous allez le voir avec les futurs stagiaires que vous allez recevoir, c'est en fait la qualité du résultat qui est produit. Et on se rend compte que l'IA générative, elle a tendance à pousser à des résultats qui ne sont pas forcément cohérents. J'ai utilisé le mot patchwork, c'est-à-dire qu'en fait, on a des collages de plein de choses. On sent qu'il y a eu des essais, des allers-retours pour essayer d'avoir finalement à la fin un résultat qui répond à la question qui était posée. Mais ce résultat-là, il est rempli de choses pas forcément cohérentes, avec des fois des choses qui sont relativement complexes, et éventuellement, par exemple en informatique, des briques qui sont obsolètes. Et donc là aussi, c'est pas parce que le résultat a l'air bon qu'il l'est forcément, et donc ça pose aussi des questions sur l'utilisation de ces outils. Alors, au niveau de l'accès aux IA génératives, donc, se pose la vraie question du choix de l'IA. Donc, on a accès à des boîtes noires privées. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de publicité, mais personne ne sait comment ça fonctionne. On a du mal à les évaluer. Et donc, laquelle on choisit? Est-ce qu'on va partir sur des solutions internes qu'on maîtrise un peu plus, mais qui seront forcément moins performantes que les solutions privées? Et quelle est la pérennité de ces outils? Là aussi, tout est ouvert. Quelle est la question du coût? Donc, qui le finance? Pour l'instant, c'est plutôt les outils les plus complexes, c'est chacun qui paye de sa poche. Et donc, ça pose les questions de l'équité entre les étudiants, par exemple. Qui peut-on le financer? Au niveau institutionnel, c'est clair qu'aujourd'hui, sans parler du budget de l'État, un établissement comme le nôtre n'a pas les moyens de payer des licences à tous les personnels et à tous les étudiants. Et puis, d'autant plus que si d'après la presse américaine, les tarifs vont doubler rapidement, on pourra encore moins le faire. Alors, on peut prendre des solutions gratuites ou alors des solutions intégrées avec, par exemple, Office 365, qui donnent des versions moins efficaces, mais suffisamment intéressantes en tout cas, des outils d'IA générative. Et puis, il y a vraiment la question des conséquences sur la responsabilité sociétale des entreprises, donc surtout le bilan carbone, par exemple, de l'école. Enfin, et là aussi, donc, on a plein de réflexions depuis des années sur comment améliorer notre responsabilité sociétale au niveau de l'Institut. Et là, on arrive avec l'IA générative qui se préoccupe absolument pas, pour l'instant en tout cas, des problématiques en termes de consommation d'eau, d'électricité, etc. Alors, les premières conséquences, ça a été d'abord la remise en cause de plusieurs formes d'évaluation. Au niveau, il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut plus faire. Alors, est-ce qu'il faut revenir au papier, à l'évaluation à l'oral? Est-ce qu'on forme les étudiants à utiliser des outils en ligne, mais finalement, si dans la partie évaluation, on n'a plus le droit de s'en servir parce qu'ils vont pouvoir utiliser ChatGPT pour répondre à la question, ça pose un vrai problème. Donc là, pour l'instant, on n'a pas la solution. On a modifié le règlement des études. Alors, il y a eu une période où il y avait des demandes de tout bloquer, donc interdire l'IA générative de façon définitive. Heureusement, on n'est pas arrivé jusque-là. Et on est finalement dans un système où, globalement, à partir du moment où les enseignants sont d'accord, c'est toléré. Simplement, on demande aux étudiants de faire apparaître le fait qu'ils ont utilisé des outils d'IA générative, par exemple, dans un mémoire ou quelque chose comme ça. Et puis, pour terminer, donc, finalement, quelles sont les prochaines étapes? C'est clair qu'on va continuer à expérimenter, à évaluer, à débattre. Il y a une question de fond qui se pose, donc, pour caricaturer un peu, entre, finalement, est-ce qu'on doit arrêter d'enseigner? Et puis, finalement, c'est l'IA générative qui va répondre à toutes les questions. Il faut juste apprendre aux étudiants à bien générer les jeux de tests pour valider les résultats, et puis on peut tout arrêter. Donc ça, c'est l'extrême. Et puis de l'autre côté, finalement, on peut se dire que non. En fait, si on veut que les utilisateurs de l'IA générative soient capables de détecter qu'il y a une erreur, qu'il y a une hallucination, il faut qu'ils sachent faire le travail par eux-mêmes. Et donc, il faut continuer à enseigner. À mon avis, suivant les domaines, la solution sera entre les deux. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Ensuite, pour ce qui est, vu la vitesse où ça va, il faut qu'on ait un retour sur les usages professionnels. Et là, c'est clair que la communauté d'Agrotic, la chaire, etc., c'est un outil qui est fondamentalement pour nous, pour savoir comment on doit former les étudiants sur l'usage de l'IA générative. Et puis pour terminer, donc la question, on est en train aussi de mettre en place le développement de formation des personnels, mais aussi des étudiants sur le bon usage de l'IA. Et donc ça pose la question des outils. À quels outils on doit former? Vous avez vu qu'il y a plein d'outils qui existent. Il y en a qui relèvent du gadget, il y en a qui sont importants, qui vont le devenir. Comment on choisit? Qui forme à ces outils-là? On a, visiblement, il y a un métier de spécialiste dans l'écriture des prompts. Comment ces personnes-là sont qualifiées? Comment on le détermine, etc.
Aujourd'hui, on ne sait absolument pas le faire. Ça va très très vite. Et nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, si on veut vraiment garantir la qualité des formations, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Comment on le fait? Donc voilà. Donc pour conclure, ce n'est que le début. Merci Philippe. Merci Philippe. Moi, je rajouterais un point, c'est la veille. Comment on fait la veille? Parce que ça va tellement vite. Et comment on s'organise pour suivre les outils qu'on va mettre dans les mains de nos étudiants. Est-ce qu'il y a une question, une remarque pour Philippe? Ah oui, Carole. Carole, oui. Attention. Roulement de tambour. Oui, merci beaucoup. Alors, je tiens à préciser que je pose cette question. Je suis Carole Saint-Fort, vous m'avez vu tout à l'heure. Je suis la directrice de l'Institut Agro Montpellier, mais avant tout, je suis professeure et c'est ma casquette de professeur de l'école que je suis quand même toujours, que je vous pose cette question. Je me demande, est-ce que les professeurs sont les meilleures personnes pour se poser ces questions-là? Parce que est-ce qu'ils perdent pas est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils perdent leur légitimité, leur raison d'être en promouvant le rôle de l'IA générative? Et est-ce qu'il ne faudrait pas au moins avoir des étudiants pour discuter avec eux ou des personnes extérieures pour discuter avec eux? À mon avis, il faudrait une réflexion tripartite entre des professionnels de l'IA générative, des étudiants et des professeurs. Enfin, c'est ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire qu'on discute avec tout le monde. Alors après, ce qu'il faut discuter en même temps, c'est un détail, mais non, c'est clair. Après, enfin, pour moi, je pense que la grosse difficulté, c'est la vitesse à laquelle les choses vont. C'est le discours général de sociétés aussi qui ont intérêt à vendre l'IA générative parce qu'il y a un marché derrière, il y a un potentiel, et le manque de recul qu'on a à l'heure actuelle. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui avaient l'air d'être des bonnes idées et qui finalement ne sont pas si bonnes que ça. Et donc, il faut qu'on arrive à apprendre à quel moment c'est pertinent d'utiliser. Et moi, je suis totalement convaincu que c'est pertinent et que ça ne va pas remplacer non plus les professeurs, au moins en tout cas pas dans l'immédiat. Mais par contre, je ne sais pas encore dire à quel moment il faut vraiment l'utiliser, quand il ne faut pas, et je ne sais pas enseigner ça aux étudiants à l'heure actuelle. Donc voilà. Après, donc pour l'instant, on est plutôt dans est-ce qu'on est pessimiste et tout ira bien, ou est-ce qu'on est optimiste et tout ira mal? Je pense que c'est pas suffisant. Merci Philippe.